Je ne vais pas vous donner de solution, je vais vous faire part d'une expérience. C'est terrible ce truc-là. Je ne fais rien. Je ne fais rien et ça passe tout seul. Grégory, c'est du sabotage. Alors, intégration de la médecine, c'est une expérience d'une dizaine d'années. Une expérience d'une dizaine d'années et qu'on a menée à la Pitié-Salpêtrière dans la plus grande naïveté. Et puis, c'est peut-être moi. Et je passe ici. Ah, d'accord, très bien. Et qu'on a mené depuis une dizaine d'années dans la plus grande naïveté. Les prémices ne sont pas glorieuses. Les prémices ne sont finalement pas scientifiques. Les prémices, il faut bien l'avouer, ils étaient essentiellement, disons, peut-être pas politiques, mais réglementaires, sanitaires dans le système général, puisque c'était une demande à la fois de la mairie de Paris et de la direction générale de la PHP. Il y avait à ce moment-là une convergence d'intérêts sur la médecine chinoise et d'engager des relations avec le système de santé de la médecine traditionnelle chinoise, qui est un système de santé très particulier. Ça aussi, ça a été un des impacts importants de ce travail. Et ça, c'est ça, ça a été ça le prémisse. Et puis, on en arrive 10 ans plus tard à se rendre compte que notre travail, il pose toutes les questions, dont celle qui a été posée juste à l'instant, là, sur l'intégration en milieu universitaire. Qui va faire les cours, hein? C'est pas Baumelot qui va faire le cours de médecine traditionnelle chinoise. Donc, c'est ce genre de problème que je voudrais vous exposer. Et voilà. Donc ça, c'est l'historique, c'est ce qui vous montre, grosso modo, une dizaine d'années. Et finalement, c'était très gouvernemental, c'était très... et ce qui est intéressant aussi, c'est que le travail, il était mené côté ministère des Affaires étrangères, il n'était pas du tout mené côté ministère de la Santé. Ce qui fait qu'en 2019, d'ailleurs, il y a une réelle difficulté. C'est qu'il va falloir travailler quand même pour que le ministère de la Santé s'implique un petit peu dans une telle démarche. Il était remarquablement sourd jusqu'à maintenant. Alors les ressorts de l'activité, je les résume ici. J'avais une précédente diapositive, je mettais les ressorts de l'engagement. L'engagement, ça fait trop politique, donc j'ai mis les ressorts de l'activité. Le premier, c'est la forte demande des patients, mais ça, on s'en est rendu compte au fur et à mesure. C'est impressionnant. À partir du moment où vous avez une structure hospitalière qui fait de la médecine, c'est-à-dire que vous avez un logo, vous avez une place dans l'hôpital, vous voyez arriver les patients, vous avez un email, vous avez un site. Et donc, vous voyez les demandes, et elles sont tout à fait considérables dans le domaine de la médecine chinoise. Disons que le public, qu'est-ce qu'il connaît de la médecine chinoise? C'est l'acupuncture et puis les techniques corps-esprit, parce qu'on s'y intéresse pas mal. Le deuxième point, c'est la prise en charge personnelle des patients. Ça, c'est très personnel, parce que j'ai longtemps travaillé sur l'automédication au ministère de la Santé, et indiscutablement, il y a un comportement des acteurs qui est très, très proche du comportement d'automédication. Ça fera partie peut-être plus loin d'une réflexion, je voudrais, sur le self, sur l'importance de la prise en charge personnelle dans l'efficacité ou du moins dans l'efficience de ces médecines non complémentaires. Le troisième, il a été largement développé, amélioration de la prise en charge des maladies chroniques. Le quatrième, c'est la nécessité d'une recherche clinique, notamment en méthodologie. Alors ça, c'est très important. On travaille beaucoup avec l'équipe de Bruno Falizard. Le cinquième, le mouvement international. Et le sixième, l'épargne médicamenteuse. C'est un peu hypocrite, l'histoire de la médecine alternative, parce que ne pas dire médecine alternative et dire toujours médecine complémentaire, c'est se voiler la face que très très souvent, vous voyez que dans ces médecines complémentaires, vous avez une épargne médicamenteuse, notamment en antalgique, on va vous en parler.
Et donc, authentiquement, même si ce n'est pas en première intention, il y a quand même une petite part d'alternative. Je rajouterai le ressort de l'activité, mais ça c'est quelque chose qui est venu plus tard. Je vois les anthropologues qui sont là. C'est quelque chose qui est venu plus tard dans la démarche, c'est de se rendre compte que quand on s'intéresse aux médecines complémentaires, c'est vraiment transversal. Et ça, c'est une ouverture pour notre médecine dite scientifique. Je suis néphrologue, alors dialyse, transplantation, c'est pas particulièrement complémentaire. C'est très important pour notre discipline, c'est de voir que vous vous ouvrez obligatoirement à des disciplines de sciences sociales, l'anthropologie, la psychologie, et ça, c'est un point très important. Et pourquoi c'est un point très important? Parce que je suis professeur d'université de médecine conventionnelle, pas du tout d'une médecine complémentaire, mais de la néphrologie, professeur de néphrologie. Et donc, si vous voulez, c'est quelque chose qui était complètement extérieur à nous, si bien même que nous avons des difficultés. Nous avons un essai dont je vous parlerai, qui mélange de l'analyse qualitative avec des méthodes quantitatives. Il y a une certaine difficulté de travail commun avec des psychologues, avec des psychomotriciens, pour avoir le même langage. Et ça, on s'en rend compte, et ça, c'est un élément extrêmement important de progrès, à mon avis. Alors, la feuille de route initiale qu'on nous avait donnée, c'était la recherche clinique. Et moi, il y a une chose qui n'est pas tout à fait le reflet de notre activité, mais c'est quand même un élément fondamental, c'est pourquoi est-ce que c'est si difficile de démontrer l'efficacité des médecines non conventionnelles, alors que d'un côté, les conclusions, elles sont toujours négatives, elles sont toujours décevantes, et puis de l'autre côté, vous avez une demande des patients qui est extrêmement importante. Et là, il y a quand même une contradiction que c'est la raison même de ces journées, parce qu'on est là pour un peu la demande des patients quand même. Et cette contradiction, elle est extrêmement importante. Et à mon avis, une des clés, c'est qu'on ne sait pas très très bien comment définir quelle est l'efficacité vraiment recherchée. Pour moi, c'est l'élément important. Et on ne sait pas forcément le définir parce qu'on ne laisse pas la parole aux patients. C'est ce que vient de dire Jacques Kupferschmidt. On ne laisse pas la parole aux patients pour définir véritablement l'efficacité recherchée des médecines non conventionnelles. Alors, quelques diapos en anglais, je vous prie de m'excuser, mais pour moi, c'est fondamental dans le développement de ces pratiques. Ayant travaillé pas mal sur la régulation des médicaments, il est évident qu'il va falloir adopter un système de régulation qui n'est pas celui des médicaments. Et pour une bonne raison, c'est que la situation même de l'état actuel de la médecine fait que vous avez une contradiction complète entre le médicament et les médecines complémentaires. Sur le médicament, vous voyez, premier point, des pharmacologues cliniciens qui documentent la qualité, la dose, la sécurité, etc. d'un nouveau médicament avant son usage. La recherche, ça a été dit hier d'ailleurs par Bruno Falissard, la recherche, il a terminé son topo là-dessus. C'était un topo sur l'éthique, il a quand même terminé son topo en disant il n'y a pas d'argent pour la recherche sur les médecines non complémentaires. Il y a des agences pour le médicament, il n'y a pas d'agence pour les médecines non complémentaires. Et puis, vous avez le dernier point qui est quand même le plus important, c'est que vous avez une prise en charge par l'assurance maladie. Et ça, c'est le point crucial. Mais on le dit souvent, on n'a pas d'exemple. Mais moi, je vais vous donner un exemple. Dans le service de gynécologie obstétrique de la Pitié-Salpêtrière, il a été fait un remarquable travail avec une unité médico-économique. Je dis remarquable parce que j'y suis pour rien. Il a été fait un remarquable travail sur les douleurs lombopelviennes de la grossesse. Travail qui vient confirmer des travaux déjà publiés par des équipes nordiques qui montrent que l'acupuncture, telle qu'elle a été réalisée, est efficace dans le domaine des douleurs lombopelviennes sévères, résistantes aux antalgiques habituels
de la grossesse. Le point clé à la fin, c'est pas l'efficacité. C'est que si vous demandez à une personne, notre protocole, c'était il fallait qu'elle vienne 2 fois par semaine pendant 4 semaines. Si vous demandez à une personne sans prise en charge sur les transports, sur la consultation, sur la pratique de l'acupuncture, quand vous lui demandez de sortir ça de sa poche, autrement dit, c'est un excellent exemple, si vous voulez, d'une technique qui est sûrement efficace. Enfin, à mon avis, il y a des bases largement publiées et confirmées par cet essai. C'est une technique efficace et qui, dans l'état actuel, est non efficiente. Voilà le point central de cette... Bon, c'est complètement différent, mais je voudrais passer à la diapositive suivante qui, moi, me paraît important. Et ça, elle a été largement déjà débattue. Si vous regardez sur la gauche, quand vous prenez un médicament, voilà la pyramide. Complètement différent sur le côté droit. Complètement différent pour la bonne raison qu'en bas de la pyramide, c'est déjà sur le marché. Ce n'est pas une régulation de choses qui arrivent sur le marché, c'est des choses qui sont déjà sur le marché. Et donc, moi, dans cette pyramide, il y a 2 choses qui sont très importantes, sur lesquelles on reviendra, qui sont le contexte, la compréhension philosophique. Et de ce point de vue-là, le travail sur la médecine chinoise, il est quand même extrêmement important, parce que si vous regardez dans les médecines complémentaires, le nombre qui dérive de la médecine chinoise, le nombre de pratiques, le nombre de techniques corps-esprit qui dérivent de la médecine chinoise, c'est un point très important. Alors voilà, les indications. Nous, notre travail, on est parti du principe que sur le plan d'un hôpital universitaire, la première chose à définir, c'était les vraies indications. Y a-t-il des vraies indications ? Après, on pourra définir, j'ai vu arriver Madame Barry, donc elle pourra revenir sur... Mais y a-t-il des vraies indications ? Et qu'est-ce qu'on appelle vraie indication de médecine traditionnelle chinoise et dans quel domaine faut-il chercher ? Et on s'aperçoit que vraisemblablement, les objectifs de nos essais sont différents des 2 côtés. Et le deuxième point sur lequel je voudrais insister, mais Jacques l'a dit, c'est la sécurité. C'est la sécurité. Il n'est pas concevable dans notre système actuel d'avoir une telle surveillance sur la sécurité des médicaments sans surveillance sur la sécurité des médecines non complémentaires. Le point suivant de notre approche, c'est la méthodologie de l'évaluation des médecines traditionnelles personnalisées. C'est de combiner différents éléments, c'est les essais contrôlés. Sur les essais contrôlés, notre expérience, elle est quand même assez positive, dans la mesure où sur Pitié-Salpêtrière, il y a quand même eu 4 programmes, il y a eu 4 gros essais prospectifs contrôlés qui ont été réalisés, 3 sont des PHRC. Donc c'est la preuve qu'il y a quand même une dynamique... Il y a une stratégie non reconnue, c'est-à-dire que le ministère de la Santé n'affiche pas d'avis positif sur les médecines non complémentaires, mais par contre, il affiche en donnant des PHRC un avis positif sur la nécessité d'une évaluation sur les médecines complémentaires. Et puis le dernier point, il a été largement abordé, c'est dans le wording, c'est la participation des patients à la définition des résultats attendus, et ça c'est extrêmement important. Et je crois que ça se développe non seulement dans le domaine médicamenteux, mais dans le domaine non médicamenteux. Et puis le dernier point de recherche clinique, de topic dans le domaine de la recherche clinique, c'est sur les mécanismes physiopathologiques des effets. Moi, je crois beaucoup là-dedans, si vous voulez, dans la mesure où j'ai quand même l'impression, qu'en travaillant sur les médecines non complémentaires, à l'intérieur de chaque secteur, vous pouvez trouver des points de convergence. Moi, je suis frappé, en travaillant sur la médecine chinoise, combien on retrouve toutes ces techniques du souffle, le travail sur le souffle. Vous les retrouvez dans de nombreuses médecines non complémentaires.
Et alors ça, c'est à la fois c'est fédérateur pour un médecin universitaire, c'est très intéressant, c'est une dynamique de recherche, ce travail du souffle, et qui va appartenir à différentes médecines non complémentaires, et c'est fédérateur sur le plan des spécialités, parce que c'est assez extraordinaire de voir que les pneumologues, je suis sûr que le pneumologue de la Pitié-Salpêtrière, Thomas Similjowski, ne m'en voudrait pas de le citer, mais les pneumologues, ils commencent à s'intéresser au souffle. Dans les bronchopneumopathies chroniques obstructives, le travail du souffle, c'est important. Voilà. Ça, c'était sur la sécurité. C'était sur la sécurité et c'était sur l'analyse qualitative. C'est pour vous montrer que de très beaux travaux, mais ça a été dit. Hein, quand même, l'évaluation, c'est quand même la porte d'entrée en milieu hospitalo-universitaire. Hein, je ne dis pas que c'est... je dis pas que c'est la panacée partout, mais l'évaluation, c'est la porte d'entrée. Ce travail, moi, de Juliette Guéguen dans l'équipe de Bruno Falissard, je trouve extraordinaire, c'est-à-dire que publication dans une publication de très haut niveau d'une analyse qui est une analyse purement qualitative dans un domaine médical. Hein. Je vous parlais de cette transversalité médicale. Et le deuxième intérêt, c'est beaucoup de réflexions sur la sécurité. Ils sont aperçus que proposer du qigong sur des anorexies nerveuses, ce n'était pas forcément uniquement bénéfice. Alors, est-ce que c'est un centre ou un réseau, ce centre intégré? Alors, le centre intégré de médecine de la Pitié-Salpêtrière, je vais vous dire, soyez pas jaloux, à peu près 12 mètres carrés, ça doit être la taille de mon bureau. Et puis vous y ajoutez quand même une petite salle. Mais alors la salle, elle a été finalement fournie par la SATCM, le State Administration of Traditional Chinese Medicine. Ils aiment bien qu'on fasse ça en anglais. Et qui a été installée. Les locaux sont des locaux Pitié-Salpêtrière. Mais c'est pour vous dire que je pense, ou du moins la manière dont on a développé ça, c'est sous la forme d'un réseau et c'est de centraliser les informations. Et ça, je pense que sur le plan universitaire, le PUMIC, c'est un lieu fantastique pour justement recueillir toutes ces expériences et puis après en faire quelque chose à proposer aux instances. Alors, il y a un autre point, moi, que je voulais vous soulever avec vous, c'est une ou des médecines complémentaires. Je pense que dans le domaine de l'évaluation, c'est très difficile de se disperser. Moi, j'imaginerais, plutôt que de multiplier les centres de médecine complémentaire tels qu'ils se multiplient actuellement, j'imaginerais plutôt de favoriser des centres qui travaillent les uns sur l'hypnose, les autres sur l'ostéopathie, les autres sur l'acupuncture, les autres sur les techniques corps-esprit. On a l'impression à la Pitié-Salpêtrière qu'on s'oriente plutôt vers travailler sur les techniques corps-esprit, en particulier le Qigong, dans certaines indications. Je ne sais pas si je vous en reparlerai. Donc il y a un choix, c'est pour répondre à l'intervention précédente, il y a obligatoirement un choix qui se fait. Alors sur la médecine chinoise, déjà c'est un choix difficile parce que ça c'est un énorme problème de la médecine traditionnelle chinoise. On n'entrera pas dans le problème particulier des médecines traditionnelles, mais c'est un énorme problème en ce sens que ce n'est pas du tout une procédure. La médecine traditionnelle chinoise, c'est un système de santé, c'est un système de soins. Et qui intègre, lorsque vous êtes dans un hôpital de médecine traditionnelle chinoise en Chine, la chose la plus importante que vous voyez, c'est la pharmacie avec la distribution des plantes, hein, avec la fabrication des ordonnances et la distribution des plantes. Autrement dit, importer un système de santé me paraît extrêmement difficile et donc on travaille d'une manière très réductionniste sur certains points, acupuncture, technique corps-esprit et massage. Et puis sur la PHP, là aussi, il y a eu un choix, parce qu'ils m'ont demandé de piloter un peu une réflexion sur l'insertion des médecines complémentaires dans le parcours de soins. Il y a eu un choix qui est de travailler sur acupuncture, hypnose, ostéopathie, technique corps-esprit et méditation. J'ai oublié de parler dans la médecine traditionnelle chinoise, tout le travail sur la méditation, même mindfulness le reconnaît, hein, c'est issu de la médecine chinoise, de la pensée taoïste.
Alors le soin, il y a des éléments. Je ne sais pas si je suis étonné de la disposition de. Je vais revenir. Vous avez des soins qui sont évidents. Vous avez le cancer. Pour nous, Pitié-Salpêtrière, on a la neurologie. J'aurais tendance à dire que dans le domaine du soin, ça a été pour moi finalement l'intégration, la meilleure preuve d'une intégration. Ça a été le Parkinson léger à modéré. Vous avez dans la littérature scientifique des éléments convaincants que le tai chi ou le qigong, mais ça a été publié dans le New England il y a une dizaine d'années, le tai chi réduit de 50% la fréquence des chutes chez des gens qui ont un Parkinson léger à modéré. Et quand vous travaillez sur chute chez les personnes âgées, vous trouvez exactement la même chose. Là aussi, le travail sur la compréhension du mécanisme est extrêmement complexe. Hein. Il y a sans doute des tas d'éléments facteurs comme diminution de la peur, comme amélioration de l'équilibre, etc. Mais vous avez cette évidence-là. Et alors, ce qui est absolument extraordinaire, c'est que si vous avez un nouveau principe actif qui apparaît dans le Parkinson, grosso modo, avec un essai prospectif contrôlé randomisé, grosso modo, il est intégré dans la médecine dans l'année qui suit, hein, par la pression médicale, etc. Et là, l'article, 50% de réduction des chutes, c'était... Oui, moi j'en parlais à mes neurologues, oui, on connaît. Ah oui, mais alors Qigong, il faut des professeurs de Qigong, il faut une pièce pour faire le Qigong, etc. Donc ma plus grande satisfaction, c'est que maintenant on a 2 sessions en neurologie, parce que la neurologie, quand vous êtes en neurologie à la Pitié-Salpêtrière, vous êtes tranquille. Hein. On a maintenant 2 sessions sur Parkinson léger à modéré, toutes les semaines. Et alors l'autre chose, c'est que la manière dont le personnel paramédical traduit ça, le personnel paramédical dit « ça marche ». Alors le médecin neurologue scientifique, ça lui fait hérisser les cheveux, ça marche. Non, c'est démontré. Alors, prise en charge de symptômes et d'affections bénignes, ça, à mon avis, c'est un des grands éléments du soin. C'est exactement le champ de l'automédication sur un marché national. Et puis l'intégration dans le traitement des maladies chroniques, on en a parlé. Ça, très rapidement, pour vous dire que les activités, elles sont quand même multiples et elles sont cachées. C'est extraordinaire. On a fait un petit sondage sur les activités de soins en médecine complémentaire sur Pitié-Salpêtrière. Vous voyez, et j'ai fait sur la PHP. Alors c'est peut-être c'est suivant sur APHP6. Ça avait déjà été fait en 2012. Vous trouverez en 2012 le rapport de Jean-Yves Fagon et de Catherine Wiens-Bitker sur les techniques de médecine complémentaire à la PHP. On a essayé de réactiver ça et vous voyez que vous avez acupuncture, hypnose, technique. Alors ne tenez pas compte de cette énumération parce qu'on n'a pas demandé sur celles qui nous intéressaient, c'est pas qu'elles ne nous intéressent pas, c'est sur celles sur lesquelles nous ne voulions pas ou pouvions pas travailler. Si vous regardez les indications cliniques actuellement dans ces lieux-là, vous voyez bien évidemment tout ce qui est soins de support, chimiothérapie, nausées, vous voyez colopathie, hein, l'intestin fonctionnel. La douleur chronique, la douleur c'est le premier, hein, à la PHP c'est le premier. Si vous voulez trouver de la médecine non complémentaire dans un hôpital universitaire, vous vous adressez au centre d'évaluation et de traitement de la douleur. La grossesse, bien évidemment, les troubles du sommeil. Donc il y a déjà un corpus de travail qui est extrêmement important. Et alors les métiers des praticiens de médecine alternative et complémentaire, vous voyez, vous avez du médecin, vous avez de la sage-femme, puis après vous avez psychologue, orthophoniste, diététicien, kinésithérapeute, c'est extrêmement varié. Donc le soin, à gauche, en bas à gauche, mon petit centre de Qigong pour les Parkinson légers à modérés. À droite, pour vous rappeler que dans nos essais cliniques, il faudra beaucoup
surveiller le problème de la sécurité, et puis qu'on a un site pour ce qui est de l'utilisation quotidienne. Il existe déjà un site qui est un portail de signalement des effets indésirables qui appartient au ministère de la Santé. Dans le domaine de la santé, on peut déjà, qu'on soit praticien de santé ou qu'on soit patient, on peut déjà déclarer à un endroit. Hein. Et puis, sur l'enseignement, l'enseignement, c'est ce que vous a fait Jacques juste à l'instant. Je voudrais m'arrêter sur la question de Madame, sur les enseignants. C'est un problème majeur sur lequel le CUMIC va devoir se pencher rapidement, en ce sens que vous ne pouvez pas demander à Baumelou, qui est néphrologue, dialyseur, transplanteur, etc., de faire le cours de médecine traditionnelle chinoise. Hein, ça, c'est pas possible. Donc, il faut que Baumelou il trouve quelqu'un de compétent. Et là, pour trouver quelqu'un de compétent, il va avoir deux viviers. Il va avoir le médecin de médecine traditionnelle chinoise qui n'a jamais été qualifié médecin en France. Et puis, il va avoir quelques personnes sur l'acupuncture. Autrement dit, développer un enseignement universitaire, il faut des enseignants. Il va falloir régler le problème des enseignants. Alors, sur mindfulness, vous trouvez déjà, sur la méditation, vous trouvez déjà un corpus d'enseignants. Sur l'acupuncture, vous trouvez, c'est déjà largement développé. Notre chairman pourra en parler tout à l'heure. Sur l'acupuncture, vous n'avez pas trop de difficultés. Parce que quand vous regardez, il y a des querelles à l'intérieur de la maison. Donc la définition qui va faire les enseignements sur les médecines non complémentaires à l'université, c'est un problème extrêmement difficile. La maquette, on propose quelque chose, nous, au CUMIC, mais le CUMIC, c'est justement fait pour ça, hein, c'est pour en discuter. Nous, on a un enseignement obligatoire de 6 heures pour ouvrir l'esprit des étudiants, ça existe. Il n'y a pas qu'une médecine, il y a 5 milliards d'individus sur cette terre qui sont soignés par d'autres médecines. Donc, ça existe, et il faut avouer qu'ils sont très intéressés. Et puis, il y a un système qui est très intéressant, c'est qu'ils s'inscrivent à des unités d'enseignement libre. Nous, à la Pitié-Salpêtrière, on a cette possibilité. Ils ont 4 après-midi complètes, 4 fois 4 heures. Ils ont 16 heures ouvertes. Et donc, nous, pour les médecines non complémentaires, on a un cursus sur ostéopathie et on a un cursus sur les techniques corps-esprit. Le contenu, bien sûr. Et ben voilà. Ben voilà, c'est fini.